Dans cette conversation d'aujourd'hui, je vous propose plus d'une trentaine de questions à poser à vos interlocuteurs et à votre entourage qui est encore sous le choc ou dans la sidération ou l'hypnotisme provoqué par la propagande médiatique. Alors comme vous êtes très nombreux à m'avoir dit que cette technique de poser des questions ouvertes à vos interlocuteurs, ça vous permettait de ne plus être en conflit avec eux et en plus de les aider à sortir de leur prison mentale, eh bien j'ai décidé de vous consacrer une vidéo complète pour vous suggérer plus d'une trentaine de questions à poser à vos interlocuteurs et bien entendu je vous donne la recette aussi pour poser encore davantage de questions. Alors c'est une vidéo à ne pas manquer et à surtout partager le plus possible et à liker le plus possible parce que par ailleurs YouTube me sabote de plus en plus et me déréférence de plus en plus. Donc je compte sur vous pour partager le plus largement possible cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi. Nous sommes le lundi 15 juin. J'ai un peu de retard dans l'enregistrement de cette vidéo parce que la semaine a été extrêmement chargée. Si vous suivez mon actualité par ailleurs, vous savez qu'au Québec, nous avons introduit une poursuite contre le gouvernement québécois lundi 8 à 8h30 du matin par voie de huissier. Et évidemment, depuis lors, les choses se sont enchaînées, ont déboulé de façon assez rapide. Et d'ailleurs, j'ai préparé une autre vidéo à votre attention pour vous donner des nouvelles, des actions qui sont en cours et pour lesquelles vous avez apporté votre soutien financier au niveau du Québec, au niveau du Canada, au niveau de la Suisse, au niveau de la France et au niveau de la Belgique. Donc ça, c'est une autre vidéo dont vous avez les références juste en dessous de cette vidéo. Donc je ne vous parle pas de cela, mais c'est juste pour vous expliquer que j'ai un peu de retard dans l'enregistrement de cette vidéo-ci. Il y a aussi l'émission L'info en question, dont vous avez eu le bénéfice de la première édition qui a recueilli en moins d'une semaine plus de 200 000 vues sur nos chaînes cumulées. Et nous sommes en pleine préparation du numéro 2 qui sortira donc ce jeudi 18 juin à 20h heure européenne, à 14h heure du Québec, où vous pourrez de nouveau interagir avec nous sur nos différentes chaînes en direct, sur le chat. Et donc je serai présent également pour répondre à vos interpellations. Et qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire pour démarrer? Eh bien aujourd'hui ça va être une conversation du lundi un peu spéciale. Parce que lorsque j'ai fait mes différentes interventions en public dans mon village, à Québec devant l'Assemblée nationale, où il y avait chaque fois plusieurs centaines de personnes, j'ai eu la chance évidemment de faire des câlins, d'embrasser toute une série de personnes qui m'ont dit « Oh, tu sais, la chose qui nous a le plus aidé dans toutes les conversations du lundi que tu nous as proposées jusqu'à présent, c'est la technique de poser des questions à des personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui est en train de se dérouler et en leur posant des questions plutôt qu'en faisant des affirmations, eh bien ça marche parce que nous ne sommes plus en conflit avec nos interlocuteurs, 2, ça amène la personne à sortir de son état de sidération et ça lui permet de se poser elle-même les questions qu'elle n'avait pas pensé à se poser et finalement ça se fait de façon extrêmement non violente. Et en entendant ça, je me suis dit, alors je vais consacrer une émission complète, donc la conversation d'aujourd'hui, à vous suggérer plein de questions que vous pourriez poser à vos interlocuteurs. Et je pense qu'en faisant ça, non seulement vous respectez son intelligence, vous respectez leur intelligence, vous respectez aussi leur libre arbitre, vous n'entrez pas dans un jeu de pouvoir où vous essayez absolument de convaincre l'autre que vous avez raison dans votre vision du monde et que l'autre a nécessairement tort, parce que qui peut prétendre aujourd'hui qu'il a une vision totalement juste de la réalité? Je dirais que même moi qui maintenant est investi depuis 4 mois et
et demi dans ce dossier du coronavirus, eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse définitive à toutes les questions que je me pose sur la manière dont cette crise a démarré, la manière dont cette crise a été gérée, dont les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, même moi, je ne suis pas sûr que tout ce que je vous raconte est véridique ou est certain à 100%. Il y a des probabilités, effectivement, et donc moi je m'emploie à essayer de faire en sorte que vous vous posez des questions et que vous ayez des informations qui vous permettent de vous-même faire vos propres recherches. De nouveau, c'est toujours la même chose, hein, c'est faites vos recherches, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez penser, mais donc si je vous suggère un certain nombre de questions, c'est justement pour pouvoir aider votre entourage à sortir de ce traumatisme dans lequel nous avons été plongés pratiquement tous dans cette campagne médiatique anxiogène qui a été orchestrée par les médias mainstream de façon extrêmement sadique finalement vis-à-vis de la population. Petite anecdote amusante en passant, c'est que je viens de voir une étude qui vient d'être soumise en préprint, une étude en psychologie sociale qui semble avoir fait une étude, est-ce une étude bidon? Ça en a tout l'air en tout cas, parce que c'est une étude qui s'est intéressée aux personnes qui ne respectent pas pour l'instant les règles de distanciation sociale, les règles de port de masque, les gestes barrières, etc. Et la question des chercheurs, c'était, mais est-ce que ces gens qui ne respectent pas la distanciation sociale ont un profil psychologique particulier? Et figurez-vous que la conclusion de cette enquête, c'est que ceux qui ne respectent pas les consignes des gouvernements et des instances de santé publique ont des traits de caractère de psychopathe. Voilà, donc ça c'est la dernière et je voulais vraiment vous la partager parce que ils ne savent plus, les menteurs d'en face, là, ils ne savent plus quoi faire pour essayer de discréditer ceux qui essayent de ramener du bon sens dans cette gestion de pandémie depuis des mois et des mois maintenant. Bon, allez, donc vous êtes prêts? Prenez note parce que ce sont toute une série de questions que je vais vous suggérer de poser vous-même à vos propres interlocuteurs, ce qui vous mettra dans une posture non violente, une posture non conflictuelle et une posture finalement respectueuse de l'intelligence de l'autre. Mais au-delà de cela, vous allez pouvoir probablement aider la personne à se sortir elle-même, hein, parce qu'on ne sort jamais quelqu'un de son emprisonnement, mais vous allez aider probablement ces personnes à se sortir elles-mêmes de leur propre prison mentale, parce que comment expliquer sinon pourquoi des gens qui sont seuls dans leur voiture portent leur masque pendant qu'ils conduisent? C'est difficile de trouver une réponse autre que c'est un emprisonnement mental qui a été extrêmement loin. Bon, vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? Allez, on y va. Donc, vous pourriez poser une question, par exemple, par rapport au confinement. Donc, j'ai fait ça par catégorie. Hein. Donc, vous voyez, j'ai un schéma heuristique ici. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je vais vous le mettre à l'écran de toute façon. Donc, par rapport au confinement, on pourrait déjà se demander, mais d'après toi, à quoi ça servait de confiner les personnes en bonne santé, surtout que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine. Dans l'histoire de la médecine, on n'a jamais enfermé des personnes qui étaient en bonne santé et qui n'avaient pas de symptômes. Voilà. C'est une question que vous pouvez leur poser. Voilà. Une autre question que vous pouvez leur poser par rapport au confinement, c'est d'après toi, ce serait quoi la logique qui consisterait à conseiller aux gens qui n'ont pas de symptômes de grippe de rester enfermés chez eux,
Alors que le ministre de la Santé français, Olivier Véran, a dit lui-même sur une chaîne de télévision que la raison pour laquelle la saison de la grippe se termine vers le mois de mars, c'est parce qu'on commence à ouvrir les fenêtres, on commence à aller s'aérer et on commence à profiter du soleil. Donc, d'après toi, pourquoi est-ce que cette fois-ci les autorités nous ont demandé de rester chez nous et donc de ne pas profiter du bon air, du grand air, de ne pas profiter du soleil dont on sait que la vitamine D venant du soleil peut booster notre système immunitaire. Voilà. Vous leur posez des questions comme ça. Vous pourriez encore leur poser une autre question par rapport au confinement, en disant, ben tiens, d'après toi, est-ce que c'était une intention de santé publique que les promeneurs solitaires sur les plages ou dans les sentiers de grande randonnée en montagne soient poursuivis en hélicoptère ou à cheval par des policiers? Est-ce que pour toi, d'après toi, c'était vraiment une intention de protection de santé publique alors que la personne était seule sur une plage ou seule sur un sentier de montagne? Vous voyez, juste leur poser la question et ne pas essayer d'induire la réponse. Voilà, bon, ça c'est 3 questions possibles. Mais moi je vous donne quelques exemples de questions pour, je dirais, ensemencer votre imaginaire et votre imagination et votre créativité. Mais après, allez-y. Je dirais, allez-y, faites vos propres questions. Moi, je vous donne quelques pistes et vous vous souvenez que je vous avais fait le cadeau d'une vidéo de formation extraite de mon programme de l'Académie des relations authentiques où j'expliquais en une vidéo qui a été très très appréciée par des centaines de personnes comment on pose des questions ouvertes. Et donc, je vous redonne le lien de ma chaîne privée pour que vous puissiez de nouveau, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, pour que vous puissiez bénéficier d'une heure de formation qui est donc extrait d'un programme beaucoup plus long où j'explique ce que c'est une question ouverte parce que plus vos questions seront ouvertes, plus elles auront une efficacité et un impact sur votre interlocuteur et un impact respectueux. D'accord? Bien. Alors, au niveau des médias, hein, là on a parlé du confinement, vous pourriez poser des questions au niveau de l'attitude des médias mainstream. Par exemple, tiens, moi je pensais que les médias avaient un rôle d'information objective et que les journalistes ne pouvaient pas prendre position pour ou contre une thèse. Comment ça se fait, d'après toi, que finalement sur les plateaux de télévision, on n'a jamais entendu que un son de cloche, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment jamais entendu un contradicteur par rapport à toutes les choses qui nous ont été présentées depuis le début de cette crise pandémique. Voilà. Comment ça se fait que aucun contradicteur, aucun opposant aux mesures de confinement, aux mesures des gestes barrières, aucun opposant même à la vaccination ou aux antiviraux n'ait été invité? Pourquoi est-ce qu'on a toujours entendu les mêmes personnes qui tapaient sur les mêmes thématiques? Voilà, vous pouvez poser cette question-là. Hein? Vous pourriez aussi poser une autre question qui serait pourquoi, d'après toi, les médias ont insisté tellement à nous donner l'information sur le nombre de cas positifs et sur le nombre de morts, heure après heure, pendant plusieurs mois d'affilée? Voilà, ça vous pourriez poser la question. Quelle était l'intention, d'après toi, des médias à nous tenir informés heure après heure du nombre de cas positifs? Voilà. Une autre question, toujours par rapport au comptage des cas, là, bon, là on déborde un petit peu des médias, mais les médias ont été quand même le principal vecteur de ce nombre de cas, mais d'après toi, comment pourrais être-tu sûr que le nombre de cas qu'on nous annonçait jour après jour étaient des cas qui étaient vraiment confirmés, étant donné que la disponibilité des tests était extrêmement aléatoire, que la fiabilité des tests n'a pas été, je dirais, confirmée tout de suite, et que même maintenant, avec plusieurs mois de recul, nous n'avons pas encore la confirmation que tous les tests sont fiables.
Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que le nombre de cas qu'on nous a présentés à la télévision étaient des cas réels? Voilà, ça va? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, pour prendre un autre sujet, c'est le sujet, par exemple, des comités scientifiques et des conflits d'intérêts. On pourrait se demander, par exemple, tiens, si tu étais journaliste toi-même et si tu devais inviter des experts pour éclairer l'opinion publique finalement, l'opinion du public, qui est-ce que tu inviterais préférentiellement? Est-ce que tu inviterais des personnes qui n'ont aucun conflit d'intérêt, c'est-à-dire qui ne sont pas payées par des médicaments qui sont en compétition les uns avec les autres pour régler le problème de cette pandémie de coronavirus, ou est-ce que tu inviterais des gens qui sont payés très clairement par Gilead ou par d'autres compagnies qui ont tout intérêt évidemment à ce qu'on fasse la promotion de leur solution? Qui est-ce que tu inviterais si tu étais journaliste? Voilà. Si tu étais journaliste, pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas au début de l'émission, comme le prévoit le règlement de déontologie de la santé publique, pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas systématiquement à tes invités de déclarer s'ils ont des conflits d'intérêts ou pas? Pourquoi est-ce que, en tant que journaliste par exemple, tu ne dirais pas, même toi-même, à tes spectateurs, pourquoi est-ce que d'après toi, les médias n'ont pas dénoncer le fait que leurs propres invités étaient dans des conflits d'intérêts? Voilà. Tu pourrais aussi demander pourquoi, d'après toi, les médias n'ont absolument rien dit à propos de Bill Gates et à propos du financement de l'OMS, ou du financement des comités scientifiques qui conseillent les différentes instances de santé publique dans nos pays. Pourquoi est-ce que d'après toi, les médias ont eu le fait que l'OMS était financée par des intérêts privés, comme la fondation Bill et Melinda Gates, etc., etc. Vous voyez, donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir toujours les gens, en disant, mais en fait, comment ça se fait que les médias ont seulement commencé à parler du laboratoire P4 au mois d'avril, alors que des lanceurs d'alerte en avaient parlé depuis début février, ou depuis fin janvier? Comment ça se fait qu'ils ont tardé autant à donner des informations qui étaient pourtant capitales, que Wuhan était la seule ville de Chine qui hébergeait en son sein un laboratoire de niveau P4. Ils ont mis 2 mois et demi avant de commencer à traiter cette question pour finalement dire que non, ce n'était pas possible qu'un virus se soit échappé de ce laboratoire. Mais pourquoi ont-ils tué cette information, d'après toi? Voyez? Vous pourriez aussi poser une question, mais ça c'est pour la France, hein, c'est spécifique à la France, mais vous pourriez demander, mais pourquoi est-ce que Agnès Buzyn, aux alentours du 15 janvier, a décrété que l'hydroxychloroquine était une substance vénéneuse, alors que c'est un médicament qui était en libre achat, en libre accès depuis 71 ans, et tout à coup, vers le 15 janvier, alors que les Chinois venaient de déclarer qu'ils soignaient des patients atteints du Covid-19 avec l'hydroxychloroquine, et 3 jours plus tard, elle a décrété cette substance comme une substance vénéneuse. D'après toi, est-ce que ça cache quelque chose? Hein? On pourrait se demander. Pourquoi est-ce que d'après toi, autant de gens sur les plateaux de télévision ont commencé à tomber à bras raccourcis sur les déclarations du professeur Didier Raoult lorsqu'il a dit qu'il avait réussi à faire diminuer la charge virale de ses patients en les traitant à l'hydroxychloroquine avec une combinaison avec l'azithromycine. Pourquoi est-ce que d'après toi, quelle était la motivation de ces gens qui ont commencé à taper sur quelqu'un qui proposait une solution prometteuse? Ce sont ces mots. Mais ils l'ont démoli, d'abord en disant qu'il avait des longs cheveux,
Bon, ok, d'accord. Si ça c'est un critère pour démolir l'intelligence et la réputation scientifique de quelqu'un, on est mal parti. Mais en plus, ils ont déformé ses paroles puisque Raoul n'a jamais dit que c'était une solution miracle. Il a dit que c'est une solution prometteuse. Il faudrait faire davantage de traitements pour confirmer les premières données que nous avons. Pourquoi ? Et d'ailleurs, ces gens qui ont démoli Raoul, avaient-ils des conflits d'intérêts? Donc de nouveau, vous pouvez revenir à cette question. D'après toi, quelle était la motivation de ces gens à démolir la seule solution prometteuse qui avait l'air tenir un peu la route avec, sans effet secondaire et avec un taux de létalité extrêmement faible? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous commencez à comprendre comment agir là-dedans? À propos des masques, vous pourriez demander, bah tiens, comment ça se fait que pendant le confinement, pendant la période où le virus était soi-disant le plus virulent de cette pandémie et qu'il faisait peur à tout le monde, comment ça se fait qu'on nous a dit que non seulement les masques n'étaient pas obligatoires, mais étaient même déconseillés? Et comment ça se fait que maintenant que plusieurs chercheurs dans plusieurs pays ne trouvent plus de traces de coronavirus chez les gens, pourquoi est-ce que maintenant on nous impose à tout le monde le port du masque? Comment est-ce que tu expliques ça? Voilà. Vous pourriez aussi poser la question, tiens, allez, si tu réfléchis là maintenant, connais-tu d'abord la taille d'un virus? Bon, alors, la plupart du temps, évidemment, la personne va vous dire non, je ne connais pas la taille d'un virus. Si je te dis que la taille moyenne d'un virus, c'est 100 millionième, donc c'est 100 nanomètres, donc 100 milliardième de mètre. Donc c'est-à-dire en fait, c'est quelque chose qui est 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. Penses-tu qu'un virus de cette taille-là serait capable de passer à travers les mailles d'un tissu ou d'un masque? Et bien entendu, la réponse, c'est oui. D'autant plus que, évidemment, ton masque, il n'est pas complètement hermétique, puisque sur les côtés, il faut quand même bien qu'il y ait de l'air qui passe. Donc, s'il y a des virus, comme on le dit, qui se baladent dans l'air comme ça, en train de volter, un peu comme toutes les mouchettes qui sont en train de volter autour de moi, et c'est un peu désagréable, mais bon, tant pis, j'ai choisi cet endroit-là, ben, je continue jusqu'au bout, même si je suis un peu embêté. Quand tu respires, ben, tu vas aspirer de l'air, mais de l'air qui pourrait contenir des virus. Donc, est-ce que le masque va vraiment te servir à quelque chose? Est-ce qu'il va vraiment te protéger? Ou est-ce que, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour une autre raison, mais qui n'est pas du tout fait pour te protéger ou même protéger les autres? Et puis, si tu respires à travers un masque, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'oxygénation de ton corps? Parce que, bon, tu le sais quand même que le système immunitaire et notre organisme a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. D'ailleurs, Olivier Véran l'a dit, c'est pour ça que les pandémies ou les épidémies de grippe chaque hiver se terminent vers le mois de mars. C'est parce qu'on respire de l'air à grande goulée. Bien. Et quand tu respires à travers un masque comme ça, est-ce que tu penses que tu fais du bien? Bon, là c'est une question fermée. Ou qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact sur la force de ton système immunitaire et sur l'équilibre de tes organes? De respirer comme ça en permanence ton gaz carbonique. Autre question encore. Bon, tu ne sais peut-être pas, mais chaque fois qu'on expire, le corps en profite pour évacuer des déchets cellulaires, pour évacuer des microbes, pour évacuer des bactéries, des virus, etc. Donc en fait, ça fait partie d'un processus naturel de nettoyage permanent et constant du corps.
ça passe aussi à travers la transpiration, ça passe aussi par les selles, ça passe aussi par les urines, mais une des façons d'évacuer un certain nombre de déchets corporels, incluant les virus, eh bien, ça se passe à travers l'expiration. Donc chaque fois que nous expirons, il n'y a pas que le CO2 que nous expirons. Mais alors, d'après toi, si tu as un masque 8 heures par jour sur la bouche, qu'est-ce qui va se passer au niveau des déchets qui devraient normalement être évacués dans l'atmosphère? Où est-ce qu'ils vont se retrouver tous ces déchets? Voilà, et vous les laissez se poser des questions. Vous comprenez la démarche? Je pense que oui. Bon, allez, on continue encore un petit peu parce que moi, ça m'amuse beaucoup. Au niveau du système immunitaire, vous pourriez demander, mais attends, comment ça se fait que des instances de santé publique, il y a quand même santé dans leur nom, c'est le ministre de la Santé, on n'en parle pas encore comme un ministre de la Maladie ou un ministre des compagnies pharmaceutiques, bien que ce serait quand même beaucoup plus proche de la réalité. Mais admettons, appelons-le encore ministre de la Santé pour l'instant, avant qu'on ne revoie complètement son statut peut-être de sponsor des compagnies pharmaceutiques ou de sponsor de l'industrie du médicament. Je pense que ce serait quand même plus proche de la réalité. Mais allez, laissons ça de côté. Comment ça se fait que des instances de santé publique ne t'ont jamais parlé, ne nous ont jamais parlé, une seule fois depuis le début de cette crise, de notre système immunitaire et des stratégies pour favoriser notre immunité? Toi, tu as déjà entendu ça depuis 4 mois? Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu sur les médias mainstream parler du renforcement du système immunitaire. Jamais, une seule fois. C'est quand même aberrant lorsqu'on parle d'immunité, de renforcer l'immunité, etc. Jamais on ne nous a parlé de système immunitaire. La seule chose dont on nous a parlé, c'est du vaccin. C'est-à-dire qu'on est en train de nous faire croire que pendant des millions d'années, les humains ont survécu à tous les virus, toutes les bactéries et toutes les conditions d'hygiène qui étaient bien moins bonnes qu'aujourd'hui, sans vaccin. Et là, on est en train de nous faire croire que parce que maintenant il y a des vaccins qui existent, nous ne sommes plus capables de traiter les informations virales, bactériennes, microbiennes qui nous viennent de notre environnement. C'est quand même extraordinaire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de notre système immunitaire, d'après toi? Alors, vous pourriez même leur poser une question de logique en disant, bon, on nous a dit que pour avoir une immunité naturelle, il fallait être en contact avec le virus. Oui, mais si on est confiné, du coup, on nous retire la possibilité de faire notre immunité naturelle. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait, mais laissez votre système immunitaire au repos, on s'occupe de tout, on est en train de préparer un vaccin. Mais alors, quelle est la logique? Parce qu'on nous dit que s'il y avait une immunité de groupe, une immunité, mais qui se constitue grâce au contact avec le virus naturel, si tant est qu'il est naturel, alors pourquoi est-ce qu'on nous a confinés? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a confiné des gens qui étaient en bonne santé? Voilà. Essaye de répondre à ça, mon cher ami ou ma chère amie. Voilà. Vous voyez, donc vous pouvez encore vous amuser en disant pourquoi est-ce qu'on nous a enfermés alors qu'on avait besoin de soleil pour notre système immunitaire, etc. Pourquoi est-ce que ils ont décrété que tous les thérapeutes de médecine parallèle ne pouvaient pas intervenir dans l'effort de guerre, parce que, bon, comme on était en guerre contre un virus, pourquoi est-ce que les homéopathes, les ostéopathes, les naturopathes, les acupuncteurs, les conseillers en nutrition, etc., pourquoi est-ce que tous ces gens-là ont été mis de côté, ont même été empêchés de travailler parce que considérés comme étant des gens qui ne pouvaient pas rendre des services essentiels à la société? Comment ça se fait que tous ces gens-là, qu'en général, les Français, les Québécois, les Belges, les Suisses et d'autres consultent, d'après leurs aveux eux-mêmes, à pratiquement 50%, c'est-à-dire que 50% de la population des pays que je viens de citer reconnaît faire appel de temps en temps, ou régulièrement, ou exclusivement, aux médecines parallèles. C'est-à-dire que là, on a retiré à 50% de la population la possibilité de se tourner vers des traitements qui
comme il n'y avait aucun traitement officiellement déclaré au départ, puisque c'était un nouveau virus, pourquoi est-ce qu'on a empêché le public d'aller consulter son homéopathe ou son ostéopathe ou son naturopathe, etc. D'après toi, c'est quoi la logique? Si vraiment on était dans un effort de guerre où on essayait par tous les moyens de protéger la population. Ça va? Bon, et je suis de plus en plus piqué. Il y a des moustiques un peu partout, mais ça c'est les joies du Québec. C'est qu'aux alentours de début juin, dès que l'hiver est terminé et que les dernières neiges sont terminées, il y a des moustiques à n'en plus finir jusqu'au 15 juillet. Et puis là, on a la paix entre le 15 juillet et le 15 septembre. Et puis à partir du 15 septembre, on rentre dans l'été indien et il faut déjà se préparer à l'hiver. Voilà. Enfin bon, ça c'est les joies du Québec. Bon, alors, bien entendu, on pourrait se demander, mais pourquoi les autorités de santé n'ont pas exploré des traitements qui avaient déjà fait leurs preuves dans les années précédentes contre d'autres coronavirus. Vous savez, c'est depuis 2003 que la chloroquine était connue comme ayant des effets positifs au niveau antiviral dans le cas de traitement de coronavirus, puisque, comme tu le sais, mon cher ami, le coronavirus, ce n'est pas le premier qui circule, c'est le 21e d'après le professeur Raoult. Donc et d'ailleurs, c'est comme ça que Raoult a eu son idée, hein. C'est pas sorti de nulle part, il ne s'est pas réveillé un matin en disant « Ah ben tiens, je prendrais bien un ancien médicament contre le paludisme, ça devrait marcher, voyons ce que ça va donner. » Non, il existe dans la littérature des articles qui montrent l'efficacité de la chloroquine depuis 2003. Bien, les Chinois d'ailleurs, dès que le foyer épidémique a démarré, ont utilisé entre autres la chloroquine. Donc ce n'est pas venu de nulle part. Alors pourquoi est-ce que les autorités, pourquoi est-ce que l'OMS n'a pas averti le monde entier en disant moi en tant que responsable de rassembler, de traiter et de diffuser les informations pour le bien de la Terre entière, hein, avec mon rôle de coordination, puisque c'est ça qu'on attendrait de l'OMS. Pourquoi est-ce que l'OMS n'a pas fait ce travail de coordination, de dire hey, dans tel pays, ils utilisent l'ozonothérapie, voyons ce que ça peut donner. Et dans ce pays-là, ils utilisent les injections de vitamine C en haute dose, en intraveineuse. Est-ce que ça pourrait aider d'autres pays qui n'ont pas connaissance de ces traitements? Et là, ils rajoutent du zinc à une combinaison de hydroxychloroquine et d'un antibiotique comme l'azithromycine ou d'autres antibiotiques. Tiens, là, il y a tel médecin qui a des bons résultats avec les macrolides. Est-ce qu'il y a d'autres médecins qui veulent essayer avec le même type d'approche, de médicaments, etc., etc., etc. Tiens, en Afrique, ils utilisent largement l'Artemisia annua. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Est-ce qu'on ne se mettrait pas à chercher là-dessus, ou en tout cas à prescrire cela, en attendant qu'on ait peut-être autre chose de mieux? Mais au moins, on a quelque chose. Allons-y! C'est ça. En tout cas, moi je serais directeur de l'OMS, ben, je ne le serai jamais évidemment. Quoique maintenant j'ai compris qu'il ne fallait pas être nécessairement médecin pour être à la tête de l'OMS, hein, puisque Tedros Adhanom n'est pas médecin. Il n'est pas docteur en médecine, il a juste fait un doctorat en santé publique, mais il n'est pas médecin, donc il n'a jamais vu un patient de sa vie. Et il a fait des fautes professionnelles en tant que directeur de la santé publique en Éthiopie, où il n'a pas déclaré à plusieurs reprises des épidémies de choléra pour je ne sais pas quelle raison. Donc, si j'étais directeur de l'OMS, c'est clair que moi, j'aurais envoyé, j'aurais demandé aux ambassadeurs de l'OMS un peu partout dans le monde en disant faites-moi le rapport de tout ce qui fonctionne pour l'instant pour aider ces gens qui sont atteints du coronavirus. Et dès qu'on aurait eu des informations, j'aurais dit, ok, dans quel pays est-ce qu'il y a des médecins qui pourraient prescrire ça et nous donner des rapports pour qu'on regarde quel est le meilleur traitement et avancer de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Vous voyez, si vous posez toutes ces questions aux gens qui sont sceptiques, aux gens qui disent « ouais, mais ça c'est la théorie du complot », là vous n'êtes même plus
dans cette optique de la théorie du complot, vous n'affirmez rien, vous dites, attends, moi je me pose des questions, à moins que se poser des questions, ce soit être systématiquement et automatiquement devenir un théoricien du complot, mais attends, est-ce qu'on a encore le droit dans ce monde à se poser des questions? Alors moi je te pose les questions que je me pose. Voilà, et bien après, trouve tes réponses toi-même. Alors vous pourriez aussi poser des questions sur l'âge des personnes décédées, en disant comment ça se fait que la plupart des gens qui sont décédés avaient une moyenne d'âge de 80,3 ans. Dans certains pays, ça monte même jusqu'à 83 ans. Comment ça se fait qu'on a moins de 1% des personnes déclarées mortes du coronavirus qui n'avaient pas de pathologie? Comment ça se fait? D'après toi, du coup, est-ce que ces personnes, on pourrait dire qu'elles sont mortes du coronavirus ou est-ce qu'elles sont mortes avec le coronavirus? Quand tu vois que 99% finalement des décès étaient des gens qui avaient 1, 2 ou 3 maladies connues, avec des lourdes pathologies. Comment tu expliques que, contrairement à la grippe saisonnière, aucun enfant n'a été touché par cette crise du Covid-19? Et comment expliques-tu alors qu'on a quand même fermé les écoles et les universités en plongeant les jeunes dans un nowhere pendant des mois et des mois, à ne rien foutre, à essayer de suivre l'enseignement à distance, et où il y a eu des millions de jeunes qui ont décroché complètement de l'école. Déjà que c'était difficile et pénible pour eux lorsqu'ils allaient physiquement à l'école, mais comment ça se fait qu'on a imposé cela? Et comment ça se fait que les politiciens, à partir du moment où on s'est rendu compte que certaines classes d'âge n'étaient pas atteintes, comment ça se fait que les politiciens n'ont pas tout de suite dit « Bon ben, ok, retournez à l'école, retournez au travail ». Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, alors qu'on sait maintenant avec le recul quelle population était touchée par cette épidémie, parce que moi je ne parle plus de pandémie, parce que les chiffres ont été largement exagérés, et malgré le fait qu'ils ont été exagérés, je vous rappelle encore qu'on est même en dessous de la moyenne supérieure des grippes saisonnières. Les grippes saisonnières, la moyenne supérieure, c'est 600, 650, 700 000 morts par an. Là, on est à peine à 400 000. Donc moi j'appelle plus ça une pandémie, parce que sinon alors l'année dernière on a une pandémie de grippe, l'année précédente on a une pandémie de grippe, l'année encore précédente on a une pandémie de grippe, et donc en fait chaque année nous avons une pandémie de grippe. Donc on pourrait même poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça une pandémie finalement, avec aussi peu de cas? Alors les gens vont vous dire, oui mais c'est grâce au fait qu'on a confiné. Alors là, vous pouvez leur présenter l'étude du docteur Gérard Delépine, dont je vous mets une capture à l'écran, qui montre que finalement, les pays qui ont appliqué le plus sévèrement les stratégies de confinement sont les pays qui connaissent le plus haut nombre de morts par million d'habitants. Donc, il faudra m'expliquer en quoi le confinement a sauvé des dizaines, des centaines ou des millions de vies. Ça me paraît un peu difficile. Allez, quoi d'autre encore? Ah oui, à propos des vaccins, mais bon là, ça mériterait une émission complète, donc je ne vais même pas rentrer dans ce terrain glissant. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on ne reviendra à la normale que lorsqu'un vaccin sera disponible, alors qu'il n'y a plus de cas. Et qu'on a trouvé plusieurs remèdes qui fonctionnent. Comment ça se fait qu'on continue à investir des millions, des centaines de millions de dollars en frais de développement d'un vaccin, alors qu'on a la preuve là qu'il y a des traitements qui fonctionnent, et pas seulement l'hydroxychloroquine, il y a les injections de vitamine C, il y a l'ozonothérapie, il y a le zinc, il y a l'exposition à la vitamine D, les macrolides, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à vouloir faire la promotion d'un vaccin alors qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on a d'autres solutions?
avec extrêmement peu d'effets secondaires. Voyez ? Autre question par rapport au vaccin, vous pourriez demander aussi à vos interlocuteurs, mais pourquoi d'après toi, beaucoup de spécialistes pro-vaccin disent qu'on ne trouvera jamais un vaccin contre le coronavirus, sachant que toutes les recherches qui ont été faites pour mettre au point un vaccin depuis les années 2000 contre le Covid, le SRAS-Covid-1, contre Ebola, contre le SRAS, contre MERS, contre Zika, etc. En fait, tous les essais qui ont été faits pour essayer de trouver un vaccin contre ces maladies du même type que le Covid, le SRAS-Covid-2, eh bien, n'ont jamais abouti sur quoi que ce soit de concluant. Par quel enchantement, d'après toi, penses-tu que cette fois-ci, ils vont trouver un vaccin ? Donc là, vous ne remettez même pas en question l'efficacité, l'utilité d'un vaccin. Vous posez juste la question en disant « Mais attends, depuis le début des années 2000, ils cherchent désespérément un vaccin contre des maladies à virus ou à coronavirus, et jusqu'à présent, ils n'ont jamais trouvé quelque chose. Ils n'ont jamais mis quelque chose au point. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on ne reviendra à la normale que lorsqu'on aura un vaccin ? Etc., etc. Allez, quoi d'autre ? Oui, vous pourriez aussi poser la question, mais attends, si les tests ont une faible fiabilité et une grande marge d'erreur, sur quelle base, à ton avis, on va te déclarer positif ou négatif au Covid-19 ? Et donc, à quoi ça va servir le traçage numérique qu'on veut nous imposer, à notre insu d'ailleurs la plupart du temps, sur nos téléphones portables ? Quelle est la logique là-dedans? Si les tests à l'origine de notre statut sérologique ne sont pas fiables, comment est-ce qu'après, on va nous déclarer positif ou négatif sur notre bracelet numérique ou sur notre téléphone portable? Et aussi, quand on va se rapprocher de moins de 2 mètres d'une personne qui est réputée positive, on va nous dire qu'automatiquement, nous sommes devenus positifs. Sur quelle logique scientifique, d'après toi, est-ce que ça se fonde, ceci ? Etc., etc., etc. Voilà, donc je vais m'arrêter avec cette série de questions que j'avais envie de vous offrir, mais donc c'était juste pour ensemencer votre créativité parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres questions que vous pourriez poser à vos interlocuteurs. Mais vraiment, cette fois-ci, moi je vous encourage à faire ce travail systématiquement parce que, et ça c'est ce que je vais dire dans l'autre vidéo concernant les actions juridiques que nous sommes en train de mener, je suis de plus en plus conscient maintenant que je travaille avec les avocats, je suis de plus en plus conscient que nous ne gagnerons ces batailles juridiques que si vous, chacun de vous, vous contribuez à faire changer la mentalité de votre entourage. Et donc c'est pour ça que j'ai consacré toute cette conversation du lundi aujourd'hui à cela, c'est que vous puissiez être des agents de transformation. Donc voilà, ça c'est la mission que je vous donne et j'espère que chacun d'entre vous, vous ferez basculer les certitudes de votre entourage d'au moins 10 personnes. Parce que s'il y a au moins 10 personnes de votre entourage qui basculent et qui est ébranlé dans ces certitudes, des certitudes fondées sur une propagande médiatique qui est faite et qui est martelée depuis des mois, eh bien, ensemble, à ce moment-là, nous pourrons faire pression sur les gouvernements et nous pourrons refuser les consignes qui nous seront imposées à partir du mois de septembre, soi-disant parce qu'une seconde vague arrive. Écoutez, des vagues d'épidémies de grippe, il y en a chaque année. Sauf que cette fois-ci, on va nous refaire le coup en disant « Ah oui, non, 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 c'est pas une grippe ordinaire cette année, c'est la seconde vague du Covid-19. » Et là, nous serons suffisamment informés et nous serons suffisamment prêts pour les envoyer bouler et pour leur dire « Vous nous avez fait le coup une fois, mais pas deux. Maintenant, ça suffit vos mensonges et on demande vos démissions. »
D'ailleurs, moi, je demande les démissions de tous les ministres de la Santé directement parce que ce sont des gens qui se sont comportés de façon criminelle. Je pèse mes mots et je peux vous dire que nous allons faire tout ce que nous pouvons au niveau des avocats pour démontrer que les choix politiques qui ont été faits étaient des choix qui allaient à l'encontre, qui étaient contre les intérêts de la population sur tous les plans, sur le plan psychologique, sur le plan traumatique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan immunologique. Toutes les décisions qui ont été prises sur un plan politique, sans aucun débat contradictoire et avec le silence assourdissant des députés et des sénateurs de l'opposition, ça, c'est aussi un compte que j'aurai à régler un jour avec les politiciens qui, soi-disant, faisaient partie de l'opposition et qui n'ont strictement rien dit. Les intellectuels qui n'ont rien dit, les artistes n'ont absolument rien dit. Ils ont tous été alignés sur le seul discours officiel des États et des instances de santé publique ou des instances de propagande des médicaments. Donc là, il sera temps que leurs crimes soient dénoncés et qu'ils présentent leurs excuses et qu'ils démissionnent la tête basse. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je vous demande pour une fois, je vous fais cette demande, je vous demande de liker le plus possible cette vidéo parce que j'ai remarqué que YouTube est en train de déréférencer de plus en plus, de semaine en semaine, ils sont en train de déréférencer de plus en plus mes vidéos. Donc, je vous demande de partager cette vidéo à partir de YouTube et aussi d'aller télécharger le fichier vidéo sur mon compte Dropbox pour pouvoir le republier vous-même. Mais je vous demande aussi de le partager de telle sorte qu'il y ait une plus grande visibilité puisque apparemment YouTube maintenant a décidé de jouer un autre jeu contre moi, c'est de jouer le jeu de disparaître des suggestions qui sont faites à des gens qui ne me connaissent pas encore. Donc je compte sur vous aussi pour partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos cette semaine et à lundi prochain pour ceux qui ne suivent que les conversations du lundi. À bientôt.